Le FBI est l'organisme de l'application de la loi le plus sophistiqué au monde qui poursuit les criminels les plus dangereux. En Californie, lorsqu'une fillette disparaît, Les images montrent Sandra Cantu qui gambade lorsque quelque chose attire son attention. le FBI se mobilise. Des déviants sexuels habitaient dans le parc de maisons mobiles. Plusieurs individus louches habitaient dans ce parc de maisons mobiles. Quelles étaient les chances de retrouver Sandra vivante? Enquête FBI. Le 27 mars 2009. Dans la ville ouvrière de Tracy, en Californie, Sandra Cantu, 8 ans, rentre chez elle après l'école. L'élève de 2e année suit son trajet habituel et frappe aux portes à la recherche de ses amis dans le parc de maisons mobiles. Il y a seulement une centaine de résidents dans le parc et ils sont étroitement liés. Ils se connaissent tous et ont confiance les uns envers les autres. Les heures s'écoulent et Sandra ne rentre pas pour le souper. Maria, sa mère, s'inquiète. Elle appelle les amis de sa fille. Hi, Kathleen, this is Maria. Have you seen Sandra? Personne n'a vu Sandra depuis des heures. Okay. Maria a toujours dit aux enfants de ne pas s'aventurer à l'extérieur du parc de maisons mobiles et ils lui obéissaient. Quand elle s'est mise à chercher Sandra et que celle-ci restait introuvable, elle savait que quelque chose n'allait pas. Peu avant 20 heures, Maria appelle le service de police de Tracy. Tracy, please. Well, I have a missing daughter. Okay, how old is she? She's 8. When's the last time you saw her? Oh, it was about 3. She told me she was going over to this one girl to play, and she hasn't been home. And I went looking all over. Dans les premières heures suivant la disparition d'un enfant, on a 72% de chances de le retrouver. Mais plus les heures passent, plus les probabilités diminuent. C'est une statistique à laquelle Janet Thiessen, la nouvelle chef de police de Tracy, ne cesse de songer. Elle œuvre au sein du service de police de Tracy depuis moins de 2 mois, mais c'est une policière chevronnée. Et elle craint pour la vie de Sandra. Selon les statistiques, un kidnappeur qui compte tuer sa victime, peu importe s'il connaît ou non l'enfant, le fera au cours des 3 premières heures suivant l'enlèvement. Il n'y a qu'un seul témoin. Une caméra de surveillance installée à l'extérieur du domicile familial par le grand-père de Sandra pour prévenir le vandalisme. La caméra capte les déplacements de Sandra à 16 heures, juste avant sa disparition. Sandra portait un chandail rose d'une marque connue et un collant noir. C'est la dernière fois qu'elle a été aperçue dans le parc de maisons mobiles. Ces images nous ont permis d'établir la chronologie des événements. Elle s'est peut-être égarée. Elle souffre peut-être d'hypothermie, de déshydratation ou de faim. Si elle n'a pas réussi à se mettre à l'abri dans un endroit sûr, elle est en grave danger. La chef Thiessen, mère de 2 enfants, comprend l'anxiété grandissante de la famille. C'est bouleversant. Mais on a une tâche à accomplir et on doit aller de l'avant. Par contre, comme être humain, on ne peut s'empêcher de craindre le pire. À l'aube, les bénévoles ratissent le quartier à la recherche de Sandra.
On a déployé un hélicoptère doté d'imagerie thermique pour repérer les sources de chaleur dans la zone ciblée. Des bénévoles ont également fait du porte-à-porte pour demander aux gens des résidences et des commerces avoisinants s'ils avaient vu Sandra. Malheureusement, on n'a obtenu aucun indice. Elle semblait s'être volatilisée. Sans suspect et sans description d'un véhicule, la police de Tracy est perplexe. Elle émet une alerte concernant la disparition de Sandra, mobilisant ainsi les Squad Card, expertes des enquêtes sur les enlèvements d'enfants. L'escouade est composée d'experts qui peuvent se mobiliser partout au pays en moins de 4 heures. Le chef d'équipe Joseph Bryan et ses collègues se précipitent vers Tracy dès que l'alerte est lancée. Dès que l'on a répondu à l'appel du service de police de Tracy, les policiers nous ont demandé quelles étaient les chances de retrouver Sandra vivante. Selon les statistiques, 97% des enfants disparus sont morts après avoir manqué à l'appel pendant autant d'heures. Mais le FBI et le service de police ont le devoir de se concentrer sur la probabilité de 3% qu'elle soit encore en vie. Pour la première fois en 15 ans de carrière, l'agent spécial Bryan voit de ses propres yeux l'enjeu auquel il fait face. Il visionne les derniers moments de Sandra avant sa disparition. Comme agent du FBI, j'ai rarement la chance d'être témoin de telles images, et celles-ci m'ont profondément troublé. Le dossier est particulièrement angoissant pour l'agent spécial Todd Davis. Je suis père de 3 filles et ce dossier m'a beaucoup touché. Quand on recherche un enfant, on se concentre sur la tâche et on oublie de manger. À la maison, on passe des nuits blanches. On pense continuellement à l'enquête. La priorité du FBI est d'interroger les résidents du parc de maisons mobiles. La fillette était très populaire auprès de ceux-ci et la liste de suspects s'allonge rapidement. Elle parlait à tout le monde et leur offrait toujours de nettoyer la cour ou de cuisiner. Elle adorait cuisiner. Sandra était très gentille et les gens tombaient rapidement sous son charme. Elle avait toujours le sourire aux lèvres. Comme la plupart des enfants du parc de maisons mobiles, Sandra se promène où bon lui semble et les gens sont très accueillants vers la fillette souriante. Sandra est entrée dans toutes les maisons mobiles et connaissait tout le monde, ce qui compliquait l'enquête, puisque chacune d'entre elles pouvait s'avérer un lieu important pour l'enquête. Les enquêteurs érigent des barrages routiers et fouillent chaque véhicule. Ils n'ont aucune piste à suivre jusqu'à ce que la mère de la meilleure amie de Sandra ne leur fasse part de ses inquiétudes. Celle-ci a envoyé un texto à la mère de Sandra, lui disant que quelqu'un avait volé une énorme valise devant son domicile au même moment de la disparition de Sandra. Il n'existe peut-être aucun lien entre les deux événements, mais les enquêteurs sont tout de même inquiets. Le parc de maisons mobiles longe l'autoroute 205 qui relie la région de la baie de San Francisco à la ville de Tracy. Un individu pourrait facilement entrer dans le parc de maisons mobiles et enlever la fillette. Si effectivement un inconnu avait ravi Sandra, réussirait-on à découvrir des indices qui nous permettraient de la retrouver? Le FBI avance des hypothèses sur l'identité du ravisseur de Sandra. L'escouade de l'analyse comportementale du FBI nous a conseillé de chercher un homme qui connaissait Sandra et qui habitait dans le parc de maisons mobiles. On a décidé de se concentrer sur des hommes qui avaient eu des contacts avec Sandra au cours des 2 dernières années. Mais il s'agit d'un profil hypothétique, basé exclusivement sur les statistiques. En l'absence d'un lieu du crime, les informations nécessaires pour formuler un profil et une hypothèse sur les circonstances du crime sont presque inexistantes. Les agents concluent que le ravisseur est fort probablement un homme que Sandra connaît bien et qu'il habite près de chez elle. Dans la plupart des cas, on tient pour acquis que le coupable connaît sa victime ou le quartier où celle-ci habite. On ne sait jamais ce qui peut se cacher dans le placard de quelqu'un qui semble pourtant digne de confiance. Le 29 mars 2009, Sandra Cantu, 8 ans, est disparue du parc de maisons mobiles de Tracy depuis maintenant 16 heures.
la fillette semble s'être volatilisée. Quelles étaient les chances de retrouver Sandra vivante? On se fiait à la probabilité de 3% qu'elle soit encore en vie. L'enquêteur du service de police de Tracy, Tim Bauer, participe à l'enquête. Il a déjà mené d'autres enquêtes dans le parc de maisons mobiles et reconnaît la famille de Sandra. Il travaille d'arrache-pied pour trouver la fillette. Il est impossible de mettre ce genre de dossier de côté, même lorsqu'on est en congé. On veut travailler 24 heures sur 24 pour retrouver l'enfant disparu. Le FBI collabore avec le service de police de Tracy pour mettre en place un centre d'opération d'urgence. Les autorités déploient tous leurs effectifs. Des hélicoptères à imagerie thermique, des équipes de plongeurs, des chiens détecteurs et des équipes de patrouilleurs bénévoles à pied. Il s'agissait de l'une des 2 battues les plus importantes effectuées dans le nord de la Californie. Environ 200 à 250 personnes cherchaient Sandra. Plusieurs des policiers nous ont avoué qu'ils avaient l'impression de chercher leur propre fille. Sandra est devenue la fillette de tous les citoyens de Tracy. Mais les gens perdent vite espoir lorsque l'on retrouve dans le dépotoir de la ville un t-shirt rose identique à celui que portait Sandra. Les enquêteurs annoncent la mauvaise nouvelle à la famille. En parlant à la famille, on a déterminé que le t-shirt n'était pas de la bonne taille. On a tous poussé un soupir de soulagement et continué à espérer que Sandra était encore vivante. Si Sandra est toujours vivante, les heures qui s'écoulent ne font rien pour aider les enquêteurs. Ils regardent attentivement les images de la caméra de surveillance à la recherche de tout indice. Elle semble se diriger vers son domicile lorsqu'elle tourne la tête vers la droite et modifie sa trajectoire. J'ai regardé les images une 50aine de fois pour tenter de savoir ce qui avait pu attirer son attention. Plus rien n'apparaît à la caméra, jusqu'à ce qu'une voisine passe par là en voiture 8 minutes plus tard. Le chien suit l'odeur de Sandra sur une distance d'à peine quelques mètres. Les chiens ont pu suivre sa trace jusqu'au bout de la rue. Donc on sait qu'elle s'est rendue jusqu'à la prochaine intersection. C'est là qu'on perd sa trace. Les enquêteurs interrogent tous les individus qui sont inscrits au registre des agresseurs sexuels ou qui ont un dossier criminel. La liste de suspects est étonnamment longue. Des déviants sexuels habitaient dans le parc de maisons mobiles, des criminels sous libération conditionnelle habitaient dans le parc de maisons mobiles. Plusieurs individus louches habitaient dans ce parc de maisons mobiles. Dans de telles situations, on insiste sur le fait que seulement 2% des criminels figurent déjà au registre des agresseurs sexuels. Cela ne signifie pas pour autant que ce ne sont pas des agresseurs sexuels, mais plutôt que l'on ne les a pas encore épinglés ou qu'ils n'ont pas encore d'antécédents judiciaires. Les policiers veulent interroger un homme qui avait abordé Sandra 2 ans plus tôt à la piscine du quartier. L'individu avait touché les cheveux de Sandra et l'avait embrassée sur les lèvres dans la piscine. On était inquiets. L'homme avoue avoir embrassé la fillette, mais prétend que c'est un geste innocent. Il n'a aucun antécédent judiciaire, mais fournit un témoignage troublant. Il a avoué avoir des fantasmes sexuels sur des fillettes de 9 ou 10 ans, ce qui faisait de lui l'un de nos principaux suspects. Mais l'homme n'est pas le seul individu louche dans le parc. Le jour de la disparition de Sandra, le gérant du parc a confronté un vendeur de crème glacée qui parlait à des enfants près du domicile de Sandra. Hey, what do we have here? C'est la première fois qu'on le voyait dans le parc, ce qui a éveillé les soupçons de certains résidents. C'était une autre piste à suivre. Sandra est-elle tombée dans le piège d'un prédateur par naïveté? Sandra était une fille amicale, et l'on craignait que l'un de ces individus n'ait abusé de sa naïveté pour son propre plaisir. À la tombée de la nuit, les enquêteurs n'ont toujours pas de piste viable.
Les citoyens se rassemblent, chandelle à la main, pour soutenir la famille de Sandra. La communauté a témoigné son amour et son soutien. Les gens ont laissé des centaines et des centaines de peluches pour lui rendre hommage. Il faisait froid. Il faisait très froid. Elle ne portait pas de manteau au moment de sa disparition, puisqu'il faisait chaud le jour. Mais les nuits étaient terriblement froides, et on se faisait beaucoup de soucis pour elle. Les enquêteurs sont également sur les lieux. Ils soutiennent la famille et recherchent des suspects. La cérémonie est perturbée lorsqu'une femme se précipite vers les agents du FBI. Elle criait « J'ai trouvé quelque chose, j'ai trouvé quelque chose ». C'était écrit Cantu. Je l'ai suivie en compagnie d'autres agents du FBI et d'un policier. Elle était hystérique et elle hurlait. On a atteint les boîtes aux lettres du parc et elle s'est effondrée en pointant vers le sol. Elle a dit « La voici ». Les enquêteurs sont estomaqués par le message que contient la note. Cantu a été jeté à l'eau dans une valise à l'intersection de Batchetti et Whitehall. Signé un témoin. Les recherches durent depuis 2 jours, mais Sandra Cantu manque toujours à l'appel. Le FBI et le service de police de Tracy ne détiennent qu'une longue liste de suspects. Plusieurs individus dans le parc de Maison Mobile ont attiré notre attention, surtout des hommes ayant été reconnus coupables d'infractions en matière de drogue ou de crimes contre les enfants. Puis, les enquêteurs découvrent une piste consternante. Une voisine repère une note suspecte en se rendant à la cérémonie en l'honneur de Sandra. Les enquêteurs ramassent la note qui contient un message terrifiant. Le message disait « Cantu a été jeté à l'eau dans une valise à l'intersection de Batchetti et Whitehall. Signé un témoin. » Thomas Testa, le procureur adjoint du comté de San Joaquin, se méfie. La note est fascinante puisque son auteur semble avoir volontairement commis des fautes d'orthographe. Les mots les plus simples sont mal épelés. Un expert du FBI l'a analysé et conclut que l'auteur tentait de dissimuler sa propre écriture. La note est-elle authentique ou est-ce que quelqu'un tente de distraire les enquêteurs de la vérité? Ceux-ci ne prennent aucun risque. À l'aube, les enquêteurs ordonnent la fouille des bassins près de l'intersection, à 4 km du parc de Maison Mobile. L'intersection est bordée par une rivière et une ferme laitière où l'on retrouve plusieurs bassins de décantation dans lesquels s'écoule le fumier de vache. Les enquêteurs ignorent où entamer leur fouille. Les bassins de décantation compliquent terriblement les fouilles, puisque les eaux usées de la ferme laitière s'y écoulent et nuisent à la vision des plongeurs. Les enquêteurs ignorent si le corps de Sandra se trouve dans le bassin. Ils ont beaucoup de questions et se tournent vers la femme qui a découvert la note. Melissa Huckabee, 28 ans, dont la valise a été dérobée devant son domicile le jour de la disparition de Sandra. Quand les agents ont interrogé Melissa Huckabee, elle leur a dit être terrifiée par la note, puisque selon elle, sa valise était assez grande pour y placer un enfant. Une amie de la famille, Melissa est une mère célibataire qui élève sa fille de 5 ans chez ses grands-parents. Sa fille est la meilleure amie de Sandra. Sa fille jouait avec Sandra et sa famille fréquentait assidûment l'église. Son grand-père était le pasteur de l'église tout près d'ici et elle y enseignait le catéchisme. On lui faisait confiance et on se sentait en sécurité avec elle. Mais les enquêteurs se méfient de Melissa et poursuivent leur enquête. Selon les statistiques, elle ne correspondait pas au profil du suspect dans ce genre d'enquête, mais puisqu'elle s'était immiscée dans ce dossier et que son histoire était peu crédible, elle a éveillé les soupçons. Melissa a un alibi partiel. Au moment de la disparition de Sandra,
Elle était seule dans l'église de son grand-père et décorait sa salle de classe. Le registre des appels démontre qu'elle a appelé le gérant du parc de maisons mobiles au moment où l'on portait Sandra disparue. Malgré cela, les enquêteurs fouillent sa voiture. On a découvert un bout de papier bleu autocollant. En l'analysant de plus près, on y a aperçu des gribouillis faits à la main. Une analyse approfondie de la note dévoile une preuve incriminante. Nos experts judiciaires ont isolé les gribouillis pour en ajuster la couleur, le contraste et l'ombrage. Ils y ont découvert 3 mots: Bacchetti, Whitehall et eau. C'est l'adresse sur la note que Melissa prétend avoir trouvée. Est-elle l'auteur du message sinistre? La chambre de Melissa est sans dessus-dessous, mais les enquêteurs y découvrent un cahier à spirale sous la table de chevet. La note a été écrite sur le même papier et il manque une page dans le cahier. On y voyait également une écriture que l'on a déchiffrée à l'aide d'une source de lumière. Les experts judiciaires ont découvert des lettres identiques à celles de la note anonyme. Les enquêteurs sont convaincus que Melissa a écrit la note. Mais pourquoi? Veut-elle attirer l'attention et devenir célèbre? Ou veut-elle apprendre ce que c'est la police et si celle-ci est sur le point de l'identifier? Malgré les soupçons qui l'entourent, Melissa collabore avec les enquêteurs et leur offre des informations importantes concernant un autre voisin louche. De temps en temps, Sandra se rendait chez lui pour jouer à des jeux de société. L'homme est relié à un incident fâcheux concernant une autre fillette dans le parc de maisons mobiles. La fillette de 7 ans avait été droguée et il avait aidé la mère de celle-ci à la transporter à l'hôpital. À l'arrivée des policiers, il a abruptement quitté les lieux, ce qui nous a porté à croire qu'il cachait quelque chose. Les chiens détecteurs de cadavres décèlent une odeur dans la voiture du suspect, mais les experts judiciaires ne retrouvent aucune trace de restes humains. Les résidents du parc offrent d'autres informations troublantes. Les policiers sont étonnés lorsqu'un homme et son beau-fils qui partagent une maison mobile leur montrent des photos de Sandra sauvegardées dans leur téléphone mobile. Son short était déboutonné et elle était assise sur les genoux d'un homme. Ils ont avoué qu'elle venait souvent dans leur chambre à coucher et cela nous a troublés profondément. Les policiers fouillent leur maison mobile et découvrent un ordinateur qui contient des images douteuses d'enfants, ainsi qu'un ours en peluche qui servait à la masturbation. Mais les 2 hommes n'ont aucun antécédent de crime contre les enfants. Sandra manque à l'appel depuis 1 semaine, et son voisinage idyllique se transforme en musée des horreurs. Les agents du FBI et les policiers de Tracy travaillent d'arrache-pied pour trouver des pistes. Chaque heure qui s'écoule éprouve les policiers. Et j'ai dû ordonner à certains d'entre eux de rentrer à la maison. Quand on prend le temps de se reposer, on a l'impression que l'on risque de rater sa chance de profiter d'une erreur du coupable et de retrouver Sandra saine et sauve. Les enquêteurs doivent réduire leur liste de suspects et décident de soumettre ceux-ci au test de polygraphie. Ils commencent par l'homme qui a embrassé Sandra à la piscine du parc. Il réussit le test. Son alibi est solide et les policiers ne portent aucune accusation contre lui. Le voisin louche réussit également le test, mais ne peut fournir un alibi crédible pour la période de temps pendant laquelle Sandra a disparu. Les enquêteurs apprennent que les 2 hommes sont de proches amis. Ont-ils travaillé ensemble? L'homme et son beau-fils, qui possédaient des photos douteuses d'enfants, se soumettent également au test de polygraphie, et les résultats sont troublants. Les 2 hommes ont échoué quand on leur a demandé s'ils étaient impliqués dans la disparition de Sandra.
Les autorités poursuivent ces pistes lorsqu'ils font une découverte tragique. La valise refait surface. Sandra Cantu, 8 ans, est portée disparue depuis 11 jours d'un parc de maisons mobiles à Tracy, en Californie. 4 kilomètres plus loin, des travailleurs d'une ferme laitière découvrent une valise dans l'eau. Ils appellent le shérif qui accourt sur les lieux avec les policiers de Tracy et le FBI. Se trouvait-elle dans la valise? On voulait en avoir le cœur net, mais on ne pouvait pas ouvrir la valise sur les lieux pour protéger l'intégrité des cheveux, des fibres et de toute autre preuve qui risquait d'être à l'intérieur et qui pourrait dévoiler l'identité du tueur si la valise contenait bel et bien la dépouille de Sandra. La valise n'a aucune marque d'identification, mais la fermeture éclair est retenue en place par une mince corde blanche. Au milieu des os usés, les experts judiciaires soulèvent la valise et la déposent dans un sac mortuaire. À cause du poids de la valise, on a su qu'elle contenait quelque chose. En transportant le sac mortuaire, on a tout de suite senti une odeur de décomposition. Les enquêteurs acheminent le sac au bureau du médecin légiste du comté de San Joaquin. Ils coupent la corde blanche qui retient la fermeture éclair et ouvrent la valise. À l'intérieur se trouve une fillette en position fétale. Les fiches dentaires et les vêtements confirment les craintes des enquêteurs. Il s'agit de Sandra Cantu. C'est dévastateur. On fait tout pour la retrouver vivante. On veut la retrouver. Mais on comprend qu'il est trop tard. La seule chose que l'on peut faire pour l'aider, c'est de retrouver le tueur. La dépouille de Sandra est habillée des vêtements qu'elle portait au moment de sa disparition. Les analyses toxicologiques dévoilent qu'on l'a droguée avec des benzodiazépines, de puissants tranquillisants. Son corps ne comporte aucune blessure, aucune ecchymose, aucune égratignure et aucune coupure, sauf une légère éraflure sur la paroi intérieure de sa lèvre inférieure. Le médecin légiste conclut qu'on l'a droguée, puis étouffée avant de la submerger dans le bassin. Mais il y a autre chose. Le médecin légiste a conclu qu'elle avait été agressée sexuellement à l'aide d'un objet, ce qui nous a laissés perplexes. Après avoir agressé Sandra, son bourreau l'a rhabillée. Cela me porte à croire que le tueur connaissait Sandra et qu'il regrettait son geste. En la rhabillant, il cherchait peut-être à préserver sa dignité. L'agent spécial Marcus Knudsen accompagne le corps de Sandra à la salle des rayons X, puis à la morgue. L'agent Knudsen, lui-même père d'une fillette, ne peut se résigner à la laisser seule dans le noir. C'est douloureux, parce que c'est une fillette. Elle avait toute sa vie devant elle. Comment quelqu'un peut tuer une fillette? Les enquêteurs recherchent maintenant un meurtrier, mais avant de poursuivre l'enquête, la chef de police, Janet Thiessen, doit annoncer la tragique nouvelle à la famille de Sandra. C'est très difficile lorsqu'un enfant est victime d'une telle tragédie. Et c'est très pénible d'annoncer à un parent que son enfant est mort. La famille de Sandra n'est pas préparée à entendre une telle nouvelle. Quand les policiers nous ont annoncé qu'ils avaient retrouvé Sandra, on a hurlé de douleur. L'effroi qu'on ressentait était insoutenable. Et on espérait que ce soit faux. C'était mon bébé. C'était ma jolie petite fille.
Quand je leur ai annoncé la nouvelle, j'ai dû me retirer de la pièce pendant quelques minutes. L'atmosphère était très tendue et j'étais incapable de rester sur les lieux. J'ai sûrement versé quelques larmes, mais je devais reprendre mon souffle et retourner au travail. Nous devions capturer le tueur. Le tueur est en liberté et les autorités craignent qu'il ne sévisse de nouveau. Melissa Huckabee, la femme qui a retrouvé la note, est le suspect numéro 1. On a retrouvé le corps à l'endroit indiqué sur la note et la valise correspondait à celle qui avait été volée ce jour-là devant le domicile de Melissa. Toutes les preuves pointaient vers elle. Les enquêteurs veulent soumettre Melissa au test de polygraphie, mais celle-ci est à l'hôpital après avoir tenté de se suicider en avalant des lames. Ils ne savent quoi penser de son comportement erratique, mais il ne fait que renforcer leurs soupçons. Elle a avalé des lames de rasoir et découvert la note. Se sentait-elle coupable ou désirait-elle attirer l'attention? Ses gestes laissaient sous-entendre qu'elle voulait parler de Sandra Cantu. Les enquêteurs rassemblent des preuves contre Melissa Huckabee. Ils interrogent sa famille et constatent qu'elle cache un côté sombre. 3 mois plus tôt, devant la cour, elle n'a pas contesté les accusations de vol à l'étalage qui pesaient contre elle après un incident dans un grand magasin. 2 ans plus tôt, son ancienne résidence de La Palma, en Californie, est la cible de 2 incendies criminels. Melissa figure parmi les suspects, mais aucune accusation n'est portée contre elle. Melissa est instable et prend des médicaments pour se soulager. Elle souffrait de troubles bipolaires, de dépression et d'anxiété. Elle prenait plusieurs médicaments pour traiter ses nombreux troubles psychologiques et a été maintes fois victime de surdoses. 3 mois avant la disparition de Sandra, une mère accuse Melissa Huckabee d'avoir emmené son enfant au parc sans sa permission. Quand Melissa l'a ramenée à la maison, la fillette se comportait étrangement. Elle n'arrivait pas à articuler ses mots. Elle était incapable de maîtriser ses muscles, tombait continuellement par terre et se sentait étourdie. La mère de la fillette et son conjoint la transportent à l'hôpital, où les médecins découvrent des benzodiazépines dans son sang. Melissa nie avoir drogué la fillette et aucune accusation n'est portée contre elle. Mais cette fois-ci, les agents espèrent que la chance leur sourira. C'est ce qui se produit lorsqu'un Marine de la région confirme avoir aperçu Melissa à l'endroit où on a repêché le corps. On a trouvé un témoin qui habitait dans la rue Whitehall. Ce soir-là, il se rendait au restaurant avec son épouse et il a remarqué un véhicule utilitaire sport garé face à l'ouest, sur le côté nord de la rue. La portière était ouverte. Le couple s'arrête pour l'examiner de plus près. Au même moment, Melissa sort du fossé. Elle revenait du bassin et le couple lui a adressé la parole. On a réussi à déterminer l'heure exacte de l'entretien puisqu'on savait où ils ont mangé par la suite. Ils ont décrit Melissa et son véhicule de manière très détaillée. La chronologie est la bonne, mais les preuves demeurent tout de même circonstancielles. Pour porter des accusations, des preuves irréfutables sont nécessaires. Ils obtiennent un mandat de perquisition pour fouiller l'église du grand-père de Melissa. On a fouillé l'église dans l'espoir de retrouver la corde blanche, comme celle qui retenait la fermeture éclair de la valise. On a découvert que la corde d'un des stores de la salle de classe de Melissa avait été coupée, puis renouée. Les enquêteurs cherchent également l'objet dont se serait servi Melissa pour agresser sexuellement Sandra. On a fouillé l'église de fond en comble avec une source de lumière pour retrouver des traces de liquide corporel et de sang. Dans la cuisine, ils découvrent un rouleau à pâte endommagé. Il y avait une tache rouge sur l'une des poignées du rouleau à pâte. Les techniciens en scène de crime l'ont ramassé avec des gants, bien sûr, et ont tenté de déceler des empreintes digitales et d'analyser la tache. Les enquêteurs doivent attendre le résultat des analyses. Ils veulent des preuves irréfutables avant de procéder à l'arrestation de Melissa. Malheureusement, ils n'auront pas ce luxe.
5 jours après avoir été admise à l'hôpital, Melissa Huckabee peut rentrer chez elle. Sa fille et ses grands-parents ont quitté la ville et sa maison est vide. Les policiers mettent le téléphone de Melissa sur écoute. Le lendemain, ils entendent une conversation bouleversante. Elle a demandé si la sœur de Sandra pouvait venir jouer avec sa fille. Les policiers de Tracy et le FBI craignaient que Melissa Huckabee n'invite cette fillette chez elle pour la tuer, comme elle l'avait fait avec Sandra. Le 10 avril 2009, 2 jours après avoir obtenu son congé de l'hôpital, Melissa Huckabee, soupçonnée du meurtre de Sandra Cantu, invite la sœur aînée de cette dernière chez elle pour jouer avec sa fille. Mais les policiers de Tracy et les agents du FBI craignent que ces plans ne soient beaucoup plus sinistres. Ça y est, elle tentait de tuer une autre fillette puisqu'elle croyait s'en être sortie indemne la première fois. La famille de Sandra ignore que l'on soupçonne Melissa du meurtre de la fillette et elle accepte d'envoyer la sœur de Sandra chez elle. Mon superviseur m'a dit de me rendre sur les lieux le plus vite possible en actionnant mes gyrophares, puis de rentrer calmement dans la maison, comme si de rien n'était, pour m'assurer que la fillette était saine et sauve. L'enquêteur Tim Bauer se précipite chez Melissa et anticipe déjà le pire. On a frappé à la porte et Melissa a ouvert. La fille d'une voisine était à l'intérieur et l'on craignait que ce soit la sœur aînée de Sandra, mais heureusement ce n'était pas le cas. Nonchalamment, l'enquêteur tente de convaincre Melissa de se présenter au poste pour livrer son témoignage. En quelque sorte, on jouait au chat et à la souris. On l'a laissé gagner les premiers rounds, mais notre objectif était d'obtenir ses aveux et de lui faire comprendre que nous savions qu'elle était la seule responsable de l'agression et du meurtre de Sandra. Dans la salle d'interrogatoire, l'enquêteur Bauer lui prouve qu'elle a écrit la note concernant la valise. On a pris le morceau de papier bleu et on l'a grossi sur du papier quadrillé pour qu'il occupe tout le mur. Il contenait les 3 mots Bachetti, Whitehall et O. On lui a dit que seule la personne qui savait où se trouvait la dépouille de Sandra aurait pu écrire cette note. Melissa nie tout. Après 5 heures d'interrogatoire, l'enquêteur Bauer confronte Melissa avec les preuves qui disloquent ses mensonges. Between 5:30 and 5:40, 2 people saw your car stopped on Whitehall Road. They saw you come from out of the bushes on Whitehall Road, and someone asked you what? When I was okay, and I said I was going to the bathroom. Mm-hmm. What were you doing, Melissa? It was an accident. I told you it was an accident. I know it was. Accidents happen. Kill her. Selon Melissa, la mort de Sandra n'est qu'un tragique accident survenu lorsqu'elle jouait à la cachette avec sa fille. Melissa prétend qu'elle a oublié que Sandra se trouvait dans la valise. Elle s'est rendue à l'école pour travailler comme prévu. I went to church. I was there. And when I came outside, I looked at my suitcase. I went to take it out and it was heavy. And she was in there. And she wasn't breathing or anything. What did she look like? She looked pale. I thought that I killed her. Huh? I thought that she was dead. And I panicked. So what happened? I tried to wake her up and she wouldn't wake up. Melissa dit avoir tenté de réanimer la fillette, mais en vain. Elle laisse Sandra dans la valise et décide de cacher le corps dans le bassin. Melissa nie avoir agressé sexuellement la fillette, mais ses aveux permettent aux policiers de Tracy de porter des accusations contre elle pour le meurtre de Sandra Cantu.
Les enquêteurs annoncent la terrible nouvelle à la famille de Sandra. On s'est senti trahi quand on a su que la mère de l'amie de Sandra était responsable. Les analyses judiciaires des preuves récupérées dans la maison de Melissa et dans l'église confirment ce que savent déjà les enquêteurs. La mort de Sandra n'était pas un accident. L'ADN de Sandra se trouve bel et bien sur le rouleau à pâte de métal dans la cuisine de l'église. Sandra n'avait jamais mis les pieds dans l'église. La preuve était fort incriminante. On compare les cordes du store de la salle de classe de l'église à la corde qui retenait la fermeture éclair de la valise. Le rapport du laboratoire indique que les cordes sont de la même taille, de la même couleur, de la même dimension et de la même substance que la corde retrouvée sur la valise. Un examen approfondi de l'ordinateur de Melissa Huckabee indique que cette dernière avait froidement planifié le meurtre de Sandra Cantu. On a découvert un article sur le meurtre d'une fillette assassinée par son grand-père. Ce dernier avait placé le corps dans une valise avant de la jeter à l'eau. Selon les preuves accumulées au cours de l'enquête, le meurtre semble prémédité et Melissa a saisi l'occasion qui s'est présentée à elle pour passer à l'acte. Les preuves judiciaires forment le dernier morceau du casse-tête et les enquêteurs s'y fient pour établir la chronologie des événements en commençant par les images de la caméra de surveillance. À 16 heures, Sandra se dirige vers la maison de Melissa. Sandra, come on over here with me. Come here. You want to help me decorate the church? Sure. Okay, come on, let's get in. 8 minutes plus tard, on voit passer la voiture de Melissa. Melissa conduit Sandra à l'église, puis lui sert un verre de jus contenant des benzodiazépines. Almost got it ready. Go ahead, drink it all up. Lorsque la fillette perd connaissance, Melissa passe à l'acte. Le registre des appels démontre que vers 17 heures, Melissa appelle le gérant du parc de maisons mobiles pour signaler le vol de sa valise. En rapportant le vol de sa valise, elle se protégeait. Si on retrouvait la valise qui contenait le corps de Sandra, elle pouvait prétendre que quelqu'un d'autre était responsable puisque la valise n'était plus en sa possession. Puis, peu avant 18 heures, le témoin aperçoit Melissa près du bassin. Sandra Cantu est déjà morte lorsque sa mère appelle le 911. Le 10 mai 2010, face aux preuves accablantes qui s'accumulent contre elle, Melissa Huckabee conclut une entente avec le procureur et avoue sa culpabilité dans l'enlèvement et le meurtre de Sandra Cantu. En échange, on retire toutes les autres accusations, dont celle d'avoir drogué et agressé sexuellement la fillette. À cause de la solidité des preuves et du travail impeccable des policiers et des agents du FBI, Melissa Huckabee savait qu'elle ne s'en sortirait pas. Si elle avait subi un procès, elle aurait probablement écopé de la peine de mort. Melissa Huckabee purge une peine de prison à perpétuité. Quand on lui demande pourquoi elle a tué Sandra, elle n'offre aucune réponse. Elle prétend encore ignorer pourquoi elle a commis un tel crime. Elle sait pourquoi elle a fait ça, et elle refuse de l'avouer. Mais on se fiche de ses raisons. Je me fiche de ses raisons, parce que seul un individu malade commettrait un tel crime contre un enfant. Melissa est un monstre. Un monstre. Les femmes tuent rarement des enfants. Seuls 10% des meurtres commis par les femmes sont contre des enfants. Lorsqu'une femme agresse sexuellement un enfant, les raisons de son geste se cachent dans ses émotions, que ce soit la colère, la rage, la vengeance ou toute autre émotion négative. Les autorités croient que Melissa Huckabee a possiblement tué Sandra par jalousie,
puisqu'elle devait partager l'affection de sa fille avec elle, ou peut-être par besoin d'attention et d'approbation. Elle a créé une situation d'urgence et elle allait jouer les héros. Elle voulait attirer l'attention, être une vedette, passer à la télévision et même être interviewée. C'est l'une de nos théories. Elle voulait à tout prix attirer l'attention. La caméra a perdu la trace de Sandra Cantu, mais elle restera toujours dans le cœur des enquêteurs qui ont capturé le coupable. C'est tragique de voir une fillette perdre la vie ainsi. Elle n'a pas provoqué ce drame. Le mal s'est acharné sur elle et c'est une tragédie épouvantable. Notre équipe ne se remettra jamais de la mort de Sandra. Lorsque la communauté respecte et accorde sa confiance à une personne et que l'on découvre qu'il s'agit d'un monstre comme Melissa Huckabee, c'est très difficile à accepter. N'importe qui peut être un meurtrier. Qui sera la prochaine Melissa Huckabee?